Bienvenue sur Serial Monster. Les tueurs en série nous fascinent, mais qui sont-ils? Voici quelques-uns de ces monstres, souvent décrits par leurs voisins comme des gens charmants et serviables, mais capables du plus inhumain dans le secret de leur intimité. Aujourd'hui, Robert Berdella, l'assassin du bazar bizarre. Kansas City dans le Missouri est une ville typique du Midwest américain. Sa population est amicale et simple. Les quartiers sont généralement calmes et les voisins aiment passer du temps ensemble. Pourtant, le samedi 2 avril 1988, Christopher Bryson, jeune prostitué d'une vingtaine d'années, sauta par la fenêtre d'une maison jaune et marron située au 4315 Charlotte Street. Bryson était nu et ne portait qu'un collier de chien lorsqu'il tambourina à la porte d'un des voisins de la maison en hurlant qu'on le sauve. Il avait rencontré son tortionnaire une nuit, 5 jours avant le week-end de Pâques, près de la gare des bus Greyhound, dans le centre de Kansas City. Il avait proposé à celui-ci de passer la nuit avec lui, et ce dernier avait accepté. L'homme avait même suggéré qu'ils aillent chez lui et Bryson avait accepté avec joie. Il était plutôt habitué aux chambres d'hôtel minables et aux sièges arrière des voitures. Ils passèrent un moment à discuter dans la maison de son hôte, puis ce dernier proposa qu'il monte au premier étage où il y avait une télévision et un canapé confortable. Laissant passer Bryson devant lui dans l'escalier, il le frappa à la tête, et le jeune homme tomba sur le palier, inconscient. L'homme en profita pour le photographier avec son Polaroid. Durant les 4 jours qui avaient suivi, Bryson avait été torturé à maintes reprises. Il fut frappé avec une matraque en acier et son tortionnaire injecta dans plusieurs parties de son corps un tranquillisant pour animaux et des antibiotiques. Il attacha des fils électriques sur son corps, notamment sur ses testicules. Il l'électrifia plusieurs fois. Il le viola, parfois jusqu'à 3 fois dans la même journée. Au début de sa captivité, Bryson cria lorsque le monstre le viola. Le tueur lui injecta du drano dans la gorge, près de la trachée. Il lui dit que s'il continuait à crier, il allait lui en injecter jusqu'à ce qu'il perde la voix. L'homme enfonça également des tampons saturés d'alcool ou d'un produit chimique dans les yeux de Christopher Bryson. Il l'avait attaché à la tête du lit et l'avait drogué pour qu'il ne puisse s'enfuir. Il lui montra des photographies d'hommes qui avaient été dans la même situation que lui auparavant et n'avaient pas voulu coopérer. Il expliqua à Bryson qu'ils étaient morts et que ses chiens les avaient mangés. Bryson était terrifié. Il pensait qu'il ne verrait plus jamais sa famille, mais il continuait à réfléchir à un moyen de s'en sortir vivant. L'habitant de la maison de l'horreur venait et partait silencieusement, et laissait Bryson drogué et ahuri, incapable de savoir si le monstre était présent ou sorti. Le jour où Christopher Bryson s'enfuit, il n'était pas sûr que le tortionnaire soit parti. Bryson avait été coopératif et avait ainsi été autorisé à tenir la télécommande entre ses genoux avec ses mains. Même s'il était toujours attaché, il monta le volume de la télévision à fond pour savoir si le fou était là. Il ne vint pas se plaindre du bruit. Bryson pouvait donc tenter de s'enfuir. De plus, ses mains étaient moins bien attachées que d'habitude. Bryson, en remerciement de sa coopération, avait également reçu une cigarette et des allumettes jetées sur le lit. Bryson parvint à libérer une de ses mains et se servit d'une allumette pour brûler ses liens. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la réaction du monstre si jamais il le surprenait et ne craignit même pas de mettre le feu au lit. Nu, ses liens brûlés encore attachés à ses membres, il se précipita vers la fenêtre, espérant qu'elle ne serait pas fermée ou clouée. Ce n'était pas le cas, et il put l'ouvrir. Il réalisa qu'il était en fait au 2e étage et qu'il risquait de se blesser en sautant, mais il n'hésita pas longtemps. Il se jeta dans le vide et se blessa effectivement au pied en retombant à terre. Il ignora la douleur et courut dans la rue jusqu'au plus proche voisin. Celui-ci ne laissa pas entrer le jeune homme nu et hurlant, mais il appela tout de même la police. Peu après que les enquêteurs aient interrogé Bryson, assis sur le perron du voisin, les yeux rouges et gonflés, des marques rouges sur les poignets, sur les chevilles, le monstre rentra chez lui. Il fut accueilli par les policiers et arrêté sur le champ. Il se nommait Robert Andrew Berdella. Robert Andrew Berdella Jr. naquit et grandit à Cuyahoga Falls, dans l'Ohio.
une ville tranquille du Midwestern près de Cleveland. Berdala était un garçon taciturne et distant. Il était adolescent lorsque son père Robert Senior mourut soudainement en 1965 d'une crise cardiaque, à seulement 39 ans. Sa mère se remariera assez rapidement. Il aurait été violé cette même année par un homme avec qui il travaillait dans un restaurant. Ayant été élevé dans la foi catholique, le jeune Robert se tourna vers l'église pour trouver une épaule sur laquelle pleurer, de la sympathie, de la compréhension. Mais l'église ne les lui apporta pas. Il expliqua par la suite que cet échec le poussa à s'intéresser à diverses religions et à des groupes occultes. Après le lycée, Berdella s'inscrivit dans une école d'art. C'est son intérêt pour l'art qui l'amena à Kansas City en 1967. Ses goûts en matière d'art pouvaient varier, mais ils étaient toujours considérés comme étranges. En 1970, il décide d'assumer son homosexualité. En 1980, il collectionne les bizarreries et les artefacts, ce qui l'amena à ouvrir un magasin à Westport, le Bob's Bazaar Bizarre. Le bazar bizarre de Bob. Il y vendait des boucles d'oreilles incrustées de dents ou de crânes humains. Tous les voisins pensaient qu'il était étrange, du genre hippie mais inoffensif. Westport est un quartier de Kansas City, célèbre pour sa vie nocturne et ses différentes sortes de boutiques. Les détaillants se spécialisent dans des curiosités introuvables ailleurs. Le magasin de Berdella était situé dans le marché aux puces de Westport. Ce dernier était situé sur la Westport Road, à l'intersection de Broadway, à la périphérie d'une route longue de 3 km appelée Old Westport. Des boîtes de nuit, des bars et des théâtres sont éparpillés dans cette zone, où traînent tous les jeunes banlieusards et les paumés à la recherche d'argent. Entre 1982 et 1984, Robert Berdella accueille régulièrement de jeunes prostituées chez lui et les héberge en échange de travaux et sûrement d'actes sexuels. Suite à son arrestation, les enquêteurs avaient à présent 20 heures, selon les lois du Missouri, pour déterminer de quoi Berdella allait être accusé. Les enquêteurs de la police de Kansas City passèrent tout leur week-end à inventorier les objets trouvés dans la maison de Berdella. Il devint rapidement évident qu'il était une sorte de collectionneur. Son habitation était remplie de choses étranges comme des vertèbres et des crânes. Il était difficile de déterminer à première vue si ces objets étaient authentiques. Les enquêteurs savaient que des jeunes hommes avaient disparu dans les mois et les années précédentes. Et leur but était de savoir si l'un d'eux avait pu être la victime d'un meurtre entre les mains de Bob Berdella. La police passa aussi beaucoup de temps à obtenir des mandats de perquisition et des mandats de détention pour Berdella. Les policiers trièrent le chaos dans la maison de Berdella. Des énormes piles de magazines, de papiers, de photos, ainsi que de nombreuses crottes de chiens. Ils découvrirent 357 photographies de 23 hommes différents, nus, attachés et souffrant clairement de torture. Les enquêteurs trouvèrent également un journal intime, dans lequel Bob Berdella décrivait les actes de torture qu'il avait fait subir à ses victimes et la manière dont il réagissait. Grayson identifia Berdella sur les photos que les enquêteurs lui présentèrent à l'hôpital. Berdella fut donc en premier lieu inculpé de viol et d'actes de torture. Après avoir trouvé les objets suspects chez Berdella, les policiers remarquèrent un endroit meuble dans le sol de la cave, qui par ses dimensions faisait penser à une tombe. La police interrogea les voisins et cela amena les enquêteurs à fouiller la propriété de Berdella, notamment son jardin. Dans celui-ci, ils trouvèrent d'autres emplacements fraîchement creusés. Cette histoire semblait empirer à mesure que les heures passaient. Comme c'est souvent le cas, les médias furent alertés et commencèrent à affluer autour de la maison de Charlotte Street, compliquant encore l'enquête. Les excavations dans le jardin commencèrent devant une horde de journalistes. Presque immédiatement, les enquêteurs découvrirent un crâne humain, qu'il présentait encore des cheveux et un peu de peau. Le travail continua le lundi de Pâques. D'autres objets étranges furent découverts, mais pas de corps. Des os d'animaux, des bocaux contenant des plumes d'oiseaux. Les médias commencèrent à parler de satanisme et de religion liée à l'occulte. Il semblait que chaque découverte apporte plus de questions aux enquêteurs que de réponses. La police continua de fouiller l'intérieur de la maison, fortement gênée par le capharnaüm et les crottes de chien. Du luminol, un produit chimique que l'on utilise pour mettre en évidence le sang, fut aspergé dans le sous-sol.
Le résultat fut positif dans bien des endroits. Des gens contactaient la police pour se renseigner sur un membre de leur famille ou un ami qui avait disparu et qui connaissait Berdella. Les témoins se décidèrent à témoigner de leur rencontre avec Berdella. Certains expliquèrent avoir vu Berdella injecter de la drogue à des personnes, notamment un tranquillisant qu'il utilisait pour ses chiens. D'autres expliquèrent qu'ils avaient eux-mêmes été victimes des agressions, mais avaient survécu. Les preuves indirectes étaient accablantes. Les enquêteurs réalisèrent qu'un meurtre, et peut-être beaucoup plus, avait eu lieu dans la propriété de Berdella. Mais il n'y avait pas de corps, juste un crâne. Et il est difficile de convaincre un juge de considérer sérieusement une inculpation pour meurtre s'il n'y a pas de cadavre pour prouver qu'un meurtre a bien eu lieu. Le crâne et les vertèbres trouvés dans le jardin furent envoyés au laboratoire d'État pour une authentification. Berdella possédait tellement d'artefacts étranges dans son magasin et chez lui qu'il était difficile de déterminer ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. En attendant les résultats du laboratoire, les enquêteurs continuèrent leur enquête fastidieuse et méthodique, tant dans la maison que dans le jardin. La copieuse documentation découverte chez Berdella mena les enquêteurs à contacter les gens dont les noms étaient listés dans le journal intime de Berdella, dans lequel il indiquait les tortures qu'il avait infligées à chacun de ses victimes. Toutefois, identifier les visages sur les nombreuses photos se révéla difficile dans certains cas. Certains clichés montraient Berdella en train de violer sa victime, mais aucun visage n'était visible, même pas celui de Robert Berdella. La police commença à décrypter le code que Berdella utilisait pour décrire les événements qui avaient eu lieu. Il avait écrit dans un style assez rudimentaire et cru, voire grossier. Ainsi, les enquêteurs purent rapidement déterminer que BF signifiait une pénétration avec son sexe, alors que Fing F décrivait l'utilisation de ses doigts. Il y avait une douzaine de références à d'autres F, pour lesquels Berdella avait utilisé des objets. Le journal intime contenait d'autres informations inquiétantes, concernant la fréquence et les dosages de médicaments administrés à ses victimes, et l'endroit de leur corps dans lesquels il les avait injectés. Certains noms revenaient souvent. Aussi, les enquêteurs commencèrent à chercher ces personnes. Ils découvrirent que les informations contenues dans le journal intime correspondaient à des dates et des moments durant lesquels de jeunes hommes avaient disparu. Les habitants de Kansas City commencèrent à réaliser que tout cela allait devenir énorme. Il y avait un tueur en série parmi eux. Robert Berdella était emprisonné dans la prison du comté de Jackson. Pour sa propre sécurité, il était isolé dans une zone privée. Les violeurs, particulièrement homosexuels, sont souvent victimes de violences de la part des autres prisonniers. Les observateurs expliquèrent que Berdella ne ressentait aucun remords. Il niait tout. Il refusa de parler à qui que ce soit qui aurait pu infirmer sa version de l'histoire, comme les médias ou la police. Les amis qui allèrent le voir affirmèrent qu'il voulait parler à un ministre du culte, avec qui il était devenu ami. Pas obligatoirement pour obtenir des conseils de nature religieuse, mais pour pouvoir se confier. Et Berdella n'avait aucune volonté à ce moment-là de se confesser, d'avouer à qui que ce soit. Il voulait juste parler. Il ignorait tout simplement la situation dans laquelle il se trouvait réellement. En tant qu'individu habitué à contrôler ses actes et ceux des autres, cette expérience était humiliante et vexante pour lui. Berdella avait noué de nombreux contacts grâce à son magasin durant toutes ces années passées à Kansas City. Il connaissait beaucoup de gens, dont certains étaient des amis proches. Pour tous ceux et celles qui le connaissaient, il était impossible de croire qu'il puisse être un tel monstre. Certains de ses amis accusèrent même la police de monter un coup contre lui. En fait, personne à Kansas City ne voulait croire qu'un être humain puisse être capable de se comporter comme Berdella l'avait fait. Cela anéantissait l'image de cette ville calme et salubre du Midwest. La réaction des habitants compliqua encore l'enquête. La police n'avait pas de cadavre et ne pouvait donc pas prouver qu'un meurtre ait été commis. Les amis et la famille de Berdella affirmaient que celui-ci était certes un excentrique, mais qu'il était aimable et responsable. Sa seule faute, aux yeux de ses amis, était qu'il acceptait de traiter affaire avec des gens moins recommandables que lui. Les policiers savaient qu'ils devaient identifier les hommes sur les photos, y compris ceux dont on ne voyait pas le visage. Une source extérieure suggéra que les enquêteurs demandent à Berdella de mimer la prise des photos, car son ventre, ses membres et parfois ses mains étaient photographiés.
Les policiers demandèrent à Berdella de prendre des photographies de lui, absolument semblables dans ses poses. Ils prélevèrent également des échantillons de cheveux. Berdella fut extrêmement embarrassé et humilié d'avoir à poser pour ces photos, mais il coopéra de mauvaise grâce. Il refusa de prendre certaines positions lorsqu'on lui demanda de se positionner en train d'avoir un rapport sexuel anal, et aussi lorsqu'un policier voulut placer ses mains comme s'il introduisait quelque chose dans l'anus de quelqu'un. Toutefois, lors de l'assignation de Berdella au tribunal du juge Alvin Randall, Robert Berdella surprit tout le monde en plaidant coupable de meurtre au premier degré. Finalement, Berdella avoua les meurtres et les tortures de 6 jeunes hommes entre 1984 et 1987, avec une capacité terrifiante à se souvenir des détails. Il raconta son histoire alors que les journalistes enregistraient ses aveux et prenaient des notes. Sa première victime fut Jerry Howell, prostituée de 20 ans, disparue le 5 juillet 1984. Drogué et violé à maintes reprises, il est mort asphyxié. Son corps a été démembré dans la cave et les morceaux placés dans des sacs poubelles avant d'être jetés à la benne à ordures. Robert Sheldon, 18 ans, disparu le 19 avril 1985, fut lui aussi drogué, torturé et violé durant plusieurs jours. Il finira étouffé dans un sac plastique, démembré et jeté dans la benne à ordures, sauf sa tête, qui sera enterrée dans le jardin de Berdella. Mark Wallace, 20 ans, disparu le 22 juin 1985. Rencontré un soir d'orage, Berdella lui proposera de l'héberger. Il sera violé, torturé, démembré et jeté à la benne à ordures. James Ferris, 20 ans, disparu le 26 septembre 1985. Rencontré dans un bar gay, Berdella lui réserva le même sort que les 3 autres victimes. Todd Straup, 21 ans, disparu le 17 juin 1986. Il subira le même châtiment, mais il est mort sous la torture. Et enfin, Larry Pearson, 20 ans, disparu le 9 juillet 1987. Torturé et violé dans le sous-sol de Berdella durant 6 semaines, il mourut étouffé dans un sac plastique. Berdella apprécia grandement le moment de gloire au tribunal. Il contrôlait enfin totalement la situation. Cette confession fut pourtant la perte de Berdella, puisque les policiers n'avaient toujours pas pu localiser le moindre cadavre. Berdella raconta comment il avait placé les corps dans sa baignoire et avait pratiqué des incisions précises aux coudes, aux jambes, à l'aine, afin que le sang s'écoule. Il avait démembré chacun de ses corps avec des instruments divers tels que des couteaux ou une tronçonneuse. Il les avait ensuite enveloppés dans des sacs poubelles en plastique et les avait traînés dehors, avec les poubelles, pour que le camion d'enlèvement d'ordures ménagères les emmène et les jette finalement dans la décharge publique. Berdella expliqua dans un tribunal plein à craquer, notamment des familles des victimes présumées, comment il avait regardé les sacs plastiques être jetés dans la benne à ordures pour s'assurer que tout se passait bien. En avouant ses crimes au procureur, Berdella put négocier sa vie. Aux États-Unis, si on plaide coupable, l'accusation ne plaide généralement pas pour la peine de mort. On lui promit qu'il ne serait pas condamné à mort s'il donnait des détails de ses actes. Le 19 décembre 1988, le juge Vincent Baker déclara Berdella coupable de 6 meurtres et le condamna à la prison à vie, sans possibilité de libération. Le juge recommanda que Berdella subisse une évaluation psychologique, ce qui le plaçait hors de la population commune de la prison et prévenait les actes de violence qu'auraient pu commettre ses codétenus à son encontre. Le véritable Robert Berdella commençait à apparaître dans les rapports des psychiatres. Un homme égoïste et égocentrique, un sadique, un lâche qui avait torturé des paumés, qui n'avait aucune valeur à ses yeux, lui le grand businessman. Dans une tentative pour regagner les bonnes grâces de l'opinion publique, Berdella créa une fondation pour les familles des victimes, administrée par le révérend Roger Coleman, qui était resté auprès de Berdella durant tout le procès. En réponse, certaines familles des victimes poursuivirent Berdella en justice pour wrongful death, mort injuste, mais ne parvinrent pas à le faire condamner. Berdella fit des remarques acerbes concernant ces poursuites. Berdella ne passa que 4 années dans le pénitencier d'État de Jefferson City, dans le Missouri. Le 8 octobre 1992, il est mort d'une crise cardiaque à 43 ans, comme son père était déjà mort à 39 ans. Il venait d'écrire une lettre au ministère pour se plaindre que l'administration pénitentiaire ne lui donnait pas ses médicaments pour le cœur. Après l'injection létale, la chaise électrique, la chambre à gaz et la pendaison, il semblerait que l'administration pénitentiaire américaine ait trouvé une nouvelle manière d'exécuter ses prisonniers.
la privation de médicaments vitaux. Voilà. C'était la terrifiante histoire de Robert Berdella, l'assassin du bazar bizarre. Un homme décrit par ses voisins comme personne charmante et serviable, mais capable du plus inhumain dans le secret de son intimité. À bientôt sur Serial Monster.